Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et depuis quelques semaines, je pense à cette émission parce que je suis pas mal excitée d'avoir deux dames dans le studio et en plus, c'est notre première fois dans le studio, dans notre nouveau local. Alors, j'ai eu la chance de jaser avec une jeune enseignante du Conseil scolaire catholique Nouvelon, Sylvie Giguère. Alors, je vous la présente. Et en plus, on a sa maman avec nous qui va nous parler du pèlerinage qu'ils ont fait à El Camino de Santiago ou El Camino, le pèlerinage de Compostelle. Il y a différents noms. Alors, ma réaction quand j'ai entendu ton témoignage, c'était « Oui, il faut absolument faire cette émission ici. » Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec toi, Gisèle. Alors, avant de parler de votre expérience vécue, explique-nous brièvement, pour les gens à l'écoute qui ne connaissent pas le Camino de Santiago, peux-tu l'expliquer brièvement, Gisèle? Brièvement, oui. Mettons, c'est une marche que l'apôtre Saint-Jacques a fait très longtemps passé, dans les 893, je crois. Et puis que, mettons, ça a été le monde à chaque année fasse la même marche. Puis quand il est décédé, il a été mis à Santiago. Puis je crois qu'on a bâti une église par-dessus, une cathédrale et non une église, une cathédrale par-dessus sa tombe. Et puis on s'est rendu jusque-là. Oui, donc il y a plusieurs différents chemins. Si on entend le Camino français, ça c'est celui que nous on a fait. Il y a aussi un Camino Primitivo, le Camino Norte, le Camino Inglés, le Camino Portugais. Puis vraiment, c'est juste le point de départ qui change. Le point final est toujours Santiago de Compostela, où est la cathédrale de Santiago, la cathédrale de Saint-Jacques. Puis, parlez-nous de où vous avez commencé vos débuts, puis quel chemin que vous avez pris, etc. Ben moi, ça débute que c'est une amie, Joanne Léger, qui était en Floride avec moi, puis elle m'a parlé de cette marche qu'elle a faite. Elle m'a montré des portraits, elle m'a fait voir le film qui s'appelle The Way, et puis ça m'a intriguée pas mal. Ça fait que là, j'ai dit, il faut que je le fasse. Mais il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. Puis ça a pris 2 ans avant de partir, mais juste avant, il s'est passé que j'ai eu un ami qui a eu le cancer, Steve Boudreau a eu le cancer du pancréas. Et puis là, j'ai été à ses côtés pour 38 jours. Et puis, ça a changé ma manière de penser. Ma marche n'était plus juste pour un plaisir. Ma marche était pour lui. Puis d'autres qui sont décédés. Ça fait que c'était pour retrouver, pas fermer la porte, je dirais, mais c'est parce que je pleurais toujours. Alors, je voulais avoir une solution. J'ai pensé qu'en marchant, puis en priant, que ça se ferait. Alors, Gisèle, tu as trouvé ta raison de faire ce pèlerinage, mais comment tu trouvais une autre personne pour le faire avec toi? Alors là, j'ai essayé d'avoir une amie qui allait venir, qui était certaine, mais mon amie Carole, en dernier, elle m'a dit que elle pouvait pas, le peu de temps qu'il reste avec son mari, elle voulait le passer avec son mari. Et puis, fait que là, je perdais elle, puis ça a été un autre la même chose, comme semblable, elle pensait 2 semaines, mais c'était passé. En tout cas, puis là, après ça, Sylvie, elle peut dire le pourquoi elle. Vas-y donc, Sylvie, on t'écoute. Ma mère était voulant d'aller seule. Après le décès de son amie, elle était tellement décidée qu'elle partait seule. Je lui ai offert, si elle était voulante de le faire en été, que je pouvais l'accompagner. Donc, elle voulait le faire printemps-automne. Puis, elle a décidé 3 semaines avant sa marche qu'elle voulait que je l'accompagne. Et donc, j'étais déjà préparée que c'était un peut-être. Mais la décision finale, c'est avec 3 semaines d'avertissement. Donc, ça
Ça a été 3 semaines assez occupées à tout commander, billets d'avion, s'assurer qu'on avait toutes nos choses, qu'on avait nos sacs, juste le minimum, puis qu'on pouvait quand même survivre nos 41 jours en Europe. Alors, vous avez marché pour combien de jours en tout? On a marché environ 34 jours solides, 34 jours solides de marche. De Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à la ville de Santiago. Vous arrivez à Santiago, à la cathédrale à ce moment-là? Oui. OK. Oui. Puis de là, parle-nous, Gisèle, de qu'est-ce qui se passe entre la cathédrale et le 100 km de plus que vous avez fait. 100 km de plus, c'était quand même un 100 km avec beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'étudiants qui ont rentré, mettons, un peu avant, puis là, et puis c'était plus pareil, là, parce que là, l'atmosphère qu'on avait était différente. C'est des plus jeunes. Puis là, je me demandais, mais pourquoi il y a tant d'enfants? Ben, c'est des adolescents de 17-18 ans, mais c'était des adolescents que le gouvernement donnait une bourse pour faire la marche. J'imagine que c'est pour qu'ils fassent quelque chose et non être dans la rue, là, je ne sais pas, là, mais peut-être. Mais en tout cas, ils ont fait cette marche pour une bourse universitaire. Mais ça a fait différent, là, mais les premiers kilomètres, là, un bout de chemin, c'était du monde plus comme, tu sais, de 40, 30, 40, 50. Ouais. C'est différent. Ça, c'est intéressant d'entendre Oui, ça. je trouve que l'idée est bonne, par Oui. exemple. Très bonne idée. Oui. Oui. Ma fille aînée a fait El Camino environ 17 ans passés. Et dans ce temps-là, ils avaient toute une célébration au bout d'une fois que tu partais de la cathédrale pour te rendre. Parle-nous donc de cette ancienne coutume-là, Sylvie, que semble-t-il n'existe plus. Rendu à la cathédrale, il y a une célébration, ils font une messe des pèlerins, c'est vraiment bien. Lorsqu'on continue, le but de se rendre au bout, c'est que dans l'ancien temps, c'était le bout de la terre. Donc, on voulait se rendre au bout de la terre à l'océan. Puis, une des coutumes que les pèlerins faisaient à l'époque, c'était de brûler tout. Donc, en ayant porté les mêmes vêtements une quarantaine de jours, c'était la coutume à la fin de brûler ces choses pour avoir un renouveau. Commencer avec toutes des choses neuves, un esprit nouveau, tout ça. C'est maintenant interdit parce que malheureusement, cette coutume-là a fait brûler l'église à Moxia. Donc, ce n'est plus permis. Je peux quand même comprendre de vouloir aboutir au bout du chemin et de faire un renouveau. Nous, on n'a pas fait ça. On a encore gardé nos souliers comme souvenir. Oui, mais parlons du parcours. Alors, tout ce temps, combien de kilomètres vous avez marché par jour? Parlez-nous de vos pieds, parce que j'ai des photos à la maison de ma fille, mais je ne les montrerai jamais sur cette vidéo parce que c'était pas beau à voir. Alors, parle-nous, Gisèle, du parcours. Ben, moi, ça a commencé par les Pyrénées. Pyrénées, ça monte 12 km sans arrêter, puis c'est vraiment à pic. Et puis ça descend 11 km. Mais il faut que tu sois vraiment prêt, bon dans l'alpinisme pour être bon là-dedans, parce que ça demande beaucoup, beaucoup. Ça n'arrête jamais, ça monte, ça monte, ça monte. Mais mes orteils, moi, ils ont crampé, là. Ils étaient... et puis j'ai eu Dr Sylvie, puis l'autre petite madame qui a marché avec moi, qui ont été mes... En tout cas, ils se sont occupés de mes pieds. Puis après ça, j'ai fait un autre 100 km, la même chose. Pas 100 km, mais un autre, en tout cas, un autre bout. Ça a fait la même chose. Ça a recommencé. Ils sont encore occupés de moi. J'ai dit, oh, je commence mal. Mais, mettons, ça s'est quand même... ça a été mieux par après, là. Comme je dis, il y a eu des petits pépins, mais ça a été mieux. C'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de ton corps, là, comme ça monte, ça monte. Puis là, ben, on pensait pas que... On commençait rapidement de même monter 12 km en commençant, mais c'est ça. Si on avait marché 4-5 km pour se préparer, mais non. Et puis, en tout cas, ça a été... c'est difficile. Oui, combien de kilomètres en moyenne par jour? Puis, quelles étaient vos chaussures? On a commencé, je dirais, les plus petites journées, ça a été 12 km, jusqu'à nos plus grandes journées à 32 km. Mais la majorité du temps, on était dans la vingtaine.
22, 23, 25. C'était vraiment la moyenne à garder pour pouvoir faire le trajet dans un délai raisonnable. On avait quand même un point final avec des envolées, donc on avait quand même un laps de temps à respecter. Donc, il fallait vraiment qu'on maintienne à notre rythme de au-delà de 20 km par jour. Les journées qu'on rendait plus courtes, c'est les journées où on voulait visiter des choses. Donc, on se permettait de prendre des journées plus courtes, de marcher un peu moins, mais ensuite, on marchait d'autres kilomètres dans les villes pour visiter, ça va. Puis pour les souliers, je pense qu'il n'y a pas de recette pour tout le monde. Moi, j'avais des Hokas. J'ai rencontré, c'est Paradon que j'ai trouvé ces souliers-là. Je les ai vraiment aimés, mais malgré avoir des très bons souliers avec du coussinage, bien attaché, tout ce qu'ils recommandent, j'ai quand même eu des ampoules. Je dirais ce qui nous a sauvés, c'est on se disait à chaque dizaine de kilomètres, on arrêtait. On laissait reposer nos pieds. On changeait de bas, très important de ne pas avoir de bas humides. On se mettait de la crème sur toute la vaseline. On avait des bas spéciales, puis c'est ça, c'était de toujours mettre des bas sèches, puis de prendre le temps de faire reposer nos pieds régulièrement. À un moment donné, ma mère a commencé à avoir des troubles avec ses orteils, ses ongles, et elle portait des sandales de sport pendant 1 heure ou 2, puis parfois un peu plus, pour reposer ses pieds. Il y a d'autres personnes qui ont dit que mettre des sandales causait trop de dommages à leurs pieds, donc c'est vraiment individuel. Mais pour nous, c'est super important, là, à chaque dizaine de kilomètres, de s'occuper de nos pieds, prendre un repos. Puis, parce que les journées où on est décidé, non, ça va bien, on va arrêter de le faire. Les ampoules revenaient. Donc, même après, on pense que notre corps va s'habituer, mais même jour 31, il y a encore des nouvelles ampoules qui veulent apparaître. Donc, il faut vraiment s'occuper de son corps. Il y avait des jeunes athlètes qu'on a rencontrés qui se pensaient capables de tout et faisaient 30 à 40 km, portaient beaucoup plus que recommandé sur le dos et ils ont dû abandonner. Si on ne s'occupe pas de nos pieds, si on pousse un peu trop, ça peut être la différence entre un succès dans la marche ou pas pouvoir continuer. Non, Donc, exactement. on était chanceux de pouvoir se rendre, puis oui, avoir des petites choses. Félicitations, vous Merci. avez bien écouté votre corps. Est-ce qu'il y a des gens qui faisaient le pèlerinage en vélo ou est-ce que c'était seulement la marche, Gisèle? Oui, il y avait des vélos, Okay. il y avait la marche. Il y en avait qui avaient des membres de brisés, mais il y en a quand même, là. Oui. C'est pas croyable. Il y en avait qui avaient un bébé dans leurs bras, là. C'est comme, waouh! Il y a même une famille que je pense qu'on a retourné, qu'on a entendu dire, parce que ça faisait pas de sens d'emmener les enfants à des endroits comme ça, là. Non, c'était frappant. Là, je suis curieuse pour savoir où avez-vous dormi ou qu'est-ce que vous avez mangé. Alors, parle-nous de ça, Sylvie. Est-ce que vous êtes couché en quelque part? Il fallait vous dormir pour reposer votre corps? Oui. Je peux dire qu'on a eu des hébergements différents tous les jours. Je pense que le plus frappant, c'était les auberges. On a couché dans des auberges qui avaient au-delà de 120 personnes. C'était des salles entières avec des lits superposés. Donc, habituellement, si on avait un lit superposé, ma mère prenait le bas, moi je prenais le haut. Pas évident, après 32 km, de grimper des petits barreaux en métal pour se rendre en haut, avoir un tissu jetable pour recouvrir le lit. Puis ouais, il y avait des gens qui ronflaient, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Parfois, on se gâtait, puis certaines auberges avaient des chambres privées. Parfois, c'était des chambres de 4, de 2, donc on se gâtait un petit peu pour pouvoir dormir un peu mieux parce que après tant de jours où on ne dort pas bien, la marche est encore plus difficile. Mais on a vraiment, on était hébergés de toutes sortes de façons, des lits superposés, des lits privés, puis dehors, oui. Il y a une journée il y a plusieurs gens qui apportent sur le dos des tentes et ils couchent à la pleine lune, à la belle étoile, et puis ils apportent toutes leurs choses sur le dos à tous les jours. Donc nous, on n'était pas si braves que ça. Il y a une journée on a couché sur une terrasse.
Mais autre que ça, c'était quand même très intéressant. Là, on trouvait des endroits à rester. Pour la nourriture, il y a certaines auberges qui avaient des soupers en commun. Donc, le soir, plusieurs auberges avaient des soupers en commun. Parfois, c'était 8 personnes, 12 personnes, 30 personnes qui mangeaient à une table. C'était super intéressant parce que les gens viennent de partout. Puis, à la table, il y avait parfois 5 ou 6 langues qui circulaient. Il y avait des gens qui traduisaient, il y avait des gens qui parlaient 2 langues, qui essayaient de se comprendre. C'est pas quelque chose à vivre dans un autre milieu. C'est incroyable de jaser avec des gens de partout dans le monde, en français, en anglais. Moi, j'ai pu leur parler en espagnol. Parfois, j'étais traductrice. Il y avait une dame qui parlait seulement italien. Puis, c'était mon espagnol, la langue qui pouvait l'appuyer le plus, parce qu'il n'y avait personne d'italien à cette table. Puis on s'est débrouillé, on a communiqué, puis c'était vraiment, vraiment une aventure, ça. Oui. Puis, et étant donné que vous êtes en Espagne, est-ce que le manger, quel genre de manger? Est-ce que vous avez beaucoup de pâtes? Vous avez besoin? En premier, on en avait des pâtes en premier quand on est parti. Il y avait des pâtes, des sauces, c'était pas comme nos sauces qu'on fait, là, mais c'était quand même correct. Moi, ce qui me taquinait le plus, c'est les baguettes. Les baguettes que on n'enveloppe pas dans des plastiques, on met pas. C'est pas la même chose que le Canada, hein. Mais il devenait comme un peu sec et puis, en tout cas, il fallait tirer pour le manger, là. Si tu avais un dentier, il partait. Mais en tout cas, c'est aussi que je mange pas de poisson, pas de poisson, mais de fruits de mer. Puis des fruits de mer, on pouvait en avoir, mais moi, je mange pas ça. Ça fait que ça me limitait à quoi que je pouvais manger. Alors, je répétais souvent la même chose. Mais quand c'était les soupers en commun, délicieux, délicieux, délicieux. Des beaux repas, là, avec des serres et tout, là, c'était fantastique. Puis est-ce que les gens qui vous accueillaient, c'est des auberges, mais est-ce que les gens parlaient l'anglais? La plupart des auberges avaient des gens qui parlaient français. Parfois, c'était l'espagnol. Parfois anglais. Donc, vraiment, on avait un peu de tout. Je dirais que ça dépendait des régions. Lorsque c'était une auberge municipale, il y avait habituellement du français et de l'anglais. Lorsque c'était des auberges privées, parfois, la personne parlait seulement espagnol. Donc, il y a eu un peu de tout. Alors, tu m'as parlé de gens que tu as rencontrés, puis tu parles espagnol. Alors, est-ce que vous avez gardé ces amitiés-là depuis... parce que ça fait pas tellement longtemps, là, ça fait quoi, 5-6 semaines que vous êtes revenus? Oui. Est-ce que vous avez gardé des amitiés? Oui, c'est très récent. Jour 1 et 2, on a rencontré un couple. Le couple, ils vivent en Espagne, en Barcelone. Ils avaient déjà fait la marche, puis ont décidé pour la fin de semaine qu'ils allaient juste faire un petit tronçon de 2 jours. Lorsqu'on les a rencontrés, sans se le dire, lui, il avait genre pensé abandonner. Notre présence l'a aidé à oublier, puis à continuer. Puis c'était comme ça pour nous aussi. On se disait, wow, dans quoi on s'est embarqué, c'est difficile. Donc, on a vraiment créé un lien d'amitié. Ce qui était intéressant, c'est que le couple, eux, se parlaient en catalan. Moi, j'ai réussi à parler aux deux en espagnol. Lui parlait seulement le français, donc c'était souvent la langue de communication avec ma mère. Puis elle ne parlait seulement l'anglais, donc ça, c'était la langue de communication avec ma mère. Et il y avait 4 langues qui circulaient pendant la marche, on changeait de partenaire, c'était incroyable. Les derniers jours, on a repris contact, on a gardé contact toute la marche. En mi-chemin, par texto, là, avec l'application. Puis à mi-chemin, elle a demandé, est-ce que c'est correct qu'on termine la marche avec vous? Donc, ils ont fait 12 heures de route pour continuer la marche. Super! C'était incroyable. Ils nous ont reconduits à l'aéroport, nous ont traités vraiment aux oignons. C'était super. Ils nous ont ramenés. En voiture. Et puis oui, on a encore contact avec eux. Oui. C'est vraiment une amitié aux portes ouvertes. Si eux viennent chez nous, si on retourne en Espagne, on a un endroit où aller. Ça a été une amitié qu'on a gardée, puis je pense qu'on va continuer à maintenir. C'était des gens spéciaux dès le départ. Wow! Alors, Gisèle, qu'est-ce que tu as aimé le plus de ton pèlerinage? C'est quoi ta mémoire la plus vivante? Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est de me libérer de mes problèmes. Parce que j'avais toujours des larmes, ça c'était fini. Puis aussi que je n'ai pas mentionné, c'est qu'avant que je fasse la marche, le 11 de mai, quand ils ont eu les lumières boréales,
Sylvie m'a invité à regarder les lumières. On reste côté à côté, là. Et puis, ça fait que j'ai été sur mon patio, puis j'ai regardé, mais j'étais comme un peu déçue parce qu'il n'y avait pas de couleur. Il y avait des lumières, mais pas de couleur. Puis là, elle était en bas, mais moi, j'ai vu quelque chose qui sort de pas... Ben, vous croyez au miracle? Mais j'ai vu une croix. Une grosse, énorme croix au ciel. Et puis, ça a vraiment poussé encore plus ma marche. Là, il y avait une raison pour cette croix. Peut-être c'était que moi, je demandais qu'il soit au ciel, qu'il soit avec eux. Puis, je sais pas, c'est ma réponse. Mais, mettons, quand j'ai pris ma marche, encore, de temps en temps, j'avais quand même de la peine, beaucoup. Puis, j'ai tout libéré ça. Après, j'ai mis la roche qui portait le nom de sa famille, son frère, sa soeur, sa mère, son père et mon nom. Et puis, j'ai mis la roche là. J'ai eu de la misère à la quitter. Mais par contre, c'était la meilleure chose que j'ai faite. Parce que j'ai été libérée complètement. Je peux parler de lui sans pleurer. Avant, j'aurais pas dit ça, là. J'aurais pleuré. Et là, je peux parler, puis il est bien là. C'était évident, un signe pour toi. Définitif, mais oui. C'est pas tout le monde qui y croit. Moi, j'y crois. Ah ben, c'est ça, on a tous chacun nos croyances, mais des fois, c'est trop évident pour que ce soit juste une coïncidence. Oui. Alors, toi, Sylvie, c'est quoi ta mémoire ou qu'est-ce que tu as aimé le plus? Moi, l'aspect social était très spécial. Les gens que j'ai rencontrés, on a vraiment rencontré des gens de tous les pays. C'était incroyable, cette partie-là. Les amitiés qu'on a pu maintenir suite à ça. Une des choses qui m'a vraiment affectée, quand ma mère a déposé la pierre, donc la pierre, elle a déposé à un endroit qui s'appelle Cruz de Ferro. C'est une énorme croix, puis c'est le point le plus élevé de la marche. Donc, l'idée, c'est de laisser ton être cher le plus près du ciel que possible dans les montagnes. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la marche, qui faisaient le camino avec des buts comme ça. C'était incroyable de voir les gens passer à travers différentes étapes de deuil comme ça. Puis de voir la paix après. Je pense dans tout ça, lorsqu'on passe à travers d'un pèlerinage, on est souvent épuisé physiquement, émotionnellement, puis ça nous... Oui, puis ça remet nos priorités en question. On choisit de plus en plus ce qui est important pour nous. C'est un bon temps de réflexion, et puis c'est incroyable de le vivre, mais aussi de voir les autres vivre ce changement-là. Et c'était vraiment incroyable. Oui, ça a commencé comme un pèlerinage de pénitence, mais c'est vraiment, comme je pense que vous l'avez bien dit, c'est un pèlerinage de libération. Oui. En même temps, j'étais souvent en avant de elle. Je portais 30, 40, 50 pieds en avant pendant qu'elle parlait avec d'autres. Puis ça me donnait l'occasion de prier, comme j'ai prié pour mon ami qui va avoir une opération, il va avoir un rein qui va être remplacé par le rein de sa sœur. Fait que... pour que ça y aille bien, ça se fait bientôt. Mettons, j'avais le temps de faire ces choses-là personnellement tout seul sans déranger les autres. Alors, sans doute que vous recommanderiez ce pèlerinage à tous nos gens qui nous écoutent aujourd'hui. Une recommandation absolument. Je pense que c'est important de l'avertissement que c'est difficile. C'est difficile pour beaucoup de raisons. C'est difficile physiquement. Comme j'ai mentionné, il y avait des athlètes qui ont eu de la difficulté à le terminer. C'est aussi difficile émotionnellement. Le fait qu'on le fait ensemble, c'est un support qui appuyait beaucoup. Mais d'être loin de nos familles au-delà de 40 jours, pas facile. Surtout, j'ai des enfants à la maison, mon mari. Donc, ça a sa propre difficulté-là. Puis, c'est aussi... les conditions de vraiment ne plus avoir ces conforts de maison, ça a rendu aussi l'aventure difficile. Donc, oui, grosse recommandation, mais soyez prêts. Préparez-vous physiquement, préparez-vous émotionnellement, que ça va être difficile. Oui, et puis, ça te change, ça te change pour toujours. Oui. Comme les biens matériels deviennent moins importants, parce que tu peux vivre avec une petite valise sur le dos. Qui est bon, alors, bien... Oui. Le temps est épuisé, les dames, déjà. Je pourrais vous poser encore 100 questions, mais en tout cas, je suis certaine que les téléspectateurs et téléspectatrices à l'écoute ont beaucoup apprécié. Merci beaucoup de votre courage.
c'est pas tout le monde qui fait 700, 800 km. Il y a des gens qui le font, mais 300 km, ils font beaucoup plus petit. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et on va finir avec une prière. Alors, je vous remercie à la maison d'être avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Saint Jacques, fais que le voyage de tous les pèlerins à Compostelle se déroule dans la joie et que tous retournent à leur foyer avec un corps sain et une âme réconfortée par ta foi ardente. Nous te demandons également, Seigneur Saint Jacques, que l'amour du prochain règne pleinement sur les routes du pèlerinage. Amen. Tout mon être se prosterne, ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes ta lumière, je t'adore, je t'adore. Ô Jésus, je t'adore.